Vous devez croire en vos rêves plus que tout. Et oui, finalement, je crois vraiment au fait que les réseaux propulsent. Mais en réalité, ces réseaux-là, chacun de nous est capable de pouvoir construire son réseau. Et tout ça, ça passe par votre attitude. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit que votre attitude va définir votre altitude. Votre façon de vous comporter avec les gens au quotidien. Les gens vont croire en vous, vont investir en vous avant même de comprendre où est-ce que vous voulez aller avec votre projet. Et tout ça, c'est votre attitude qui va le déterminer. Rien ne la prédestinait à ce parcours magnifique, immense et très enrichissant. Une jeune fille grandit dans le village d'Oyem qui a passé son enfance à jouer au football. Les parents se disaient où est-ce qu'elle va finir avec cette attitude, parce que nous savons tous que une petite fille qui joue au football, pour la plupart de nos parents, ils se disent que c'est une délinquante, elle est vouée à l'échec. Mais non, par son caractère, son abnégation, sa résilience, elle a pu mettre en place aujourd'hui une initiative qui rassemble des milliers de personnes. Et je vous dis des milliers de personnes. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la 10e édition des Samba professionnels. Oui, parce qu'il s'agit de celle qui est à l'initiative de cette ONG, l'ONG Samba. Elle a décidé de mettre en place cela pour pouvoir fédérer ceux qui ont réussi dans notre secteur et ceux qui se cherchent encore, ceux qui sont dans les petits villages, qui veulent aussi aspirer à de grandes choses. Elle a vu ce besoin et elle a décidé de rompre avec les anciennes mentalités pour pouvoir mettre en place cette personne qui va pouvoir réunir ceux qui ont réussi et ceux qui se cherchent. C'est nulle autre personne que Josiane Ogula, qui est la promotrice des Samba professionnels et qui est la fondatrice de l'entreprise 3MJ pour pouvoir mettre en place tout ce qui concerne la communication, le marketing et l'organisation des événements. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est hyper enrichissante. Vous n'allez pas avoir le temps parce que moi-même, je n'ai pas su qu'on avait fait ce nombre de minutes. Écoutez, prenez des notes parce que vous allez apprendre des pépites. Il y a des exclusivités à faire pour la prochaine édition des Samba professionnels. Écoutez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. On se voit dans les commentaires. Bonjour Josiane. Bonjour Valdez. Merci de te prêter au jeu de la plateforme d'émission Les Business, cette plateforme qui permet aux jeunes de trouver leur cœur de métier, notamment au niveau de tout ce qui est développement personnel, mindset. Parce que tous les projets qu'on veut lancer, si on n'est pas réglé sur le bon état d'esprit, on pourra pas aller loin. Et aussi l'intelligence financière. Comment est-ce que ce que je gagne, je parviens à gérer pour pouvoir le fructifier. Et le dernier pilier, c'est l'entrepreneuriat, les idées concrètes d'affaires. Et c'est pour ça que nous sommes dans vos bureaux aujourd'hui pour que vous nous expliquiez votre parcours, comment est-ce que vous avez fait pour aujourd'hui avoir l'une des réputations que vous avez sur le plan entrepreneurial, notamment sur le genre féminin. Vous êtes, pour moi, la meilleure entrepreneuse que je connais au Gabon. Vous allez me dire ce que vous en pensez après avoir écouté cette vidéo. Donc, sans plus tarder, vous allez nous dire qui est Josiane, parce que beaucoup vont peut-être vous découvrir et je sais qu'il y a certains qui vont vous découvrir, mais plusieurs vous connaissent déjà. Qui est Josiane pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas? Donc merci pour ce moment que nous allons passer ensemble. Josiane Matiné, c'est une princesse. J'aime bien le dire comme ça parce qu'après, c'est ce qui façonne notre vie, notre façon de faire, c'est ce qui façonne qui nous sommes aujourd'hui. Donc, je suis née dans une grande famille de 10 personnes. Je suis la première fille de la famille, mais la 5e parce qu'avant moi, il y a 4 garçons. J'ai grandi entre 0 et 5 ans au Cameroun et c'est vraiment dans cette cour royale parce que je viens de la tribu Bamileke, de la famille Bamileke, et c'est vraiment là où j'ai appris le vivre ensemble. J'ai appris comment on pouvait être la dernière d'une famille et répondre
pour les causes des plus grands. C'est là où j'ai appris comment, quand le parent décide de vous inculquer les valeurs, il vous fait porter des casquettes qui, parfois, vous vous demandez, mais pourquoi moi, alors que je ne suis pas la plus grande, je suis la fille et pas les garçons. Et c'est quand on grandit finalement, parce que moi, je rejoins mes parents au Gabon à l'âge de 5 ans. Et donc, c'est là où je fais tout mon parcours. Vous savez, dans la cour royale, on ne part pas à l'école très tôt. Et donc, j'ai commencé l'école quand je suis arrivée au Gabon. Et donc, j'ai fait l'école publique communale de Metuine à Oyem. J'ai fait Dominique Savio. J'ai d'abord fait le lycée Richard Nguema avec Calais. Et après, à un moment donné, on m'a exclu parce que bon, le football prenait plus de place que l'école. Et donc, quand on m'a exclu, je suis allée au collège Dominique Savio. Et c'est quand j'ai eu mon entrée en seconde, quand j'ai eu mon BPC, que je suis repartie au lycée finalement. Et c'est là où j'ai eu mon bac D. J'ai eu mon bac D et j'ai rejoint Libreville pour faire l'université parce que, comme vous savez, on n'a pas d'université dans nos provinces. Et j'ai fait l'Institut national des sciences de gestion en marketing communication. J'étais en cours du soir. Et il faut dire que j'ai vraiment eu beaucoup de... je l'appelle pas chance parce que je me souviens qu'à cette époque-là, j'avais une amie et on avait un ami en commun qui était venu un matin nous dire, il parlait plutôt à l'ami, c'est pas à moi qu'il parlait principalement, et il disait à l'ami, est-ce que ça te dirait de travailler le matin et venir à l'école le soir? Et elle me l'a dit, ah non, 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 moi je me concentre sur mes études. Et moi j'étais juste à côté de lui, j'ai dit oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse et j'ai saisi l'opportunité. C'est comme ça que j'ai intégré, alors que j'étais en deuxième année, j'ai intégré Tecla Communication auprès d'Henri Pascal Bolonga. Et c'est vraiment là où tout est... Tecla Communication, c'est une agence de communication. L'entreprise a fermé aujourd'hui parce qu'à cette époque-là, on était exactement en 2008. Et c'était au moment où c'est Tecla Communication qui a vraiment travaillé tous les supports de communication de François Bozizé. Et là, j'étais avec Henri Pascal Bolonga, on l'a travaillé. Après, il est parti en RCA pour la campagne. Et arrivé après les élections, François Bozizé a décidé qu'il reste pour être son conseiller en communication. Du coup, il m'a laissé l'entreprise. C'était une petite entreprise, on n'était pas très nombreux. Il m'a laissé l'entreprise pour une jeune qui arrivait à peine. Ça faisait 3 mois que j'étais là. J'avais jamais été dans une entreprise, donc pire encore, il faut gérer une entreprise. Donc ça n'a pas été facile. Et à un moment donné, bon, étant donné aussi que les clients étaient plus là pour Monsieur Pascal Bolonga lui-même, et ne le voyant plus, ils ont décidé d'aller ailleurs et c'est comme ça qu'au final, il m'a dit de fermer. Et c'est quand j'ai fermé que je suis maintenant partie aux éditions ACI. Parce que bon, moi j'avais déjà le goût de l'argent, j'avais déjà un salaire. Et quand il fallait maintenant arrêter d'avoir un salaire pour se concentrer que sur l'école, les parents savaient déjà que bon, moi j'étais plus comptée dans le budget. C'est ça. Et donc, c'est en discutant avec toujours l'un de mes enseignants à l'Institut de gestion, M. Kongé. Il m'a dit, ben, vous savez, quand vous cherchez le travail, vous aimez aller chercher loin. Vous partez sur bord, vous refaites le chemin où vous étiez avec votre patron, là, votre ancien patron, qui étaient vos prestataires. Vous repartez seulement, vous refaites le trajet des personnes avec qui vous travaillez quand vous étiez. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée aux éditions ACI. Qui était vraiment l'imprimeur parce que nous on concevait les supports et les éditions ACI imprimaient. Et quand je suis allée là-bas, je leur ai dit que bon, j'avais plus de travail et ils étaient très heureux déjà de me voir parce que apparemment ils m'avaient trouvé très souriant et je suis arrivée à un moment où le poste d'accueil commercial était libre. Et donc j'ai commencé une semaine après aux éditions ACI. Là, en continuant toujours au cours du soir. C'est ça, j'étais toujours en cours du soir et c'est aux éditions ACI par exemple que j'ai eu mon BTS. J'étais à l'accueil commercial et quand j'ai eu mon BTS, j'avais mon patron Luc Lemaire qui a vraiment décelé en moi tout le talent tout ce que je pouvais, tout ce que je mets en valeur aujourd'hui. Et quand j'ai eu mon BTS, il m'a appelé à son bureau et il dit, tu sais, sur le plan professionnel académique, quand une personne a le BTS,
il ne peut plus être à ce poste-là. Et en plus, son salaire ne peut plus être le même. Donc, tu vas changer de poste. Et aujourd'hui, et quand on a regardé la configuration de l'entreprise, il dit, mais quand je te regarde, je ne vois pas ton poste dans l'entreprise. Je vais te créer un poste. Et c'est comme ça qu'il m'a créé un poste de service réclamation et de responsable qualité. Et là, j'étais directement liée à lui. On était près de 41 employés. Il y avait le studio graphique pour tout ce qui est conception. Il y avait l'impresse pour les impressions. Il y avait l'accueil commercial. Et il y avait les Gabon Eco, parce que Gabon Eco faisait partie des produits dans ACI. Wow. Donc, on avait tous ces éléments. Et donc, finalement, moi, j'étais responsable de la qualité de tous ces différents départements, et c'est vraiment là où tout est parti. Les responsabilités ont augmenté. J'avais plus de 40 personnes sous ma responsabilité, et vous comprenez bien que j'ai dû laisser l'école parce que le salaire dans ce moment avait augmenté, les postes avaient augmenté, il y avait tellement de charges de travail que quand on terminait le soir, il n'y avait plus le temps d'aller à l'école à 17h, 18h. Et donc, j'ai dû m'arrêter là. Et c'est vraiment là où d'autres personnes m'ont détecté. Parce que, étant à ACI, étant au service qualité, c'est les éditions ACI, par exemple, qui faisaient tous les supports de communication de la Tropicale Amissa Bongo. Voilà, donc, on va revenir dessus. Vous allez nous détailler comment est-ce que vous avez fait pour être parmi celles qui organisaient cette Tropicale, qui est l'une des plus grandes tropicales sur le cyclisme en Afrique, sans me tromper, parce qu'on fait venir beaucoup de monde, de personnes qui viennent de par le monde entier pour participer à cet événement-là. Avant de continuer, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on, lorsqu'on discute à une princesse, parce que tout à l'heure, je me suis mis à discuter à une princesse, je ne sais pas si j'ai utilisé le bon mot, comment est-ce qu'on appelle les princesses? Parce qu'il ne faut pas que j'appelle la princesse n'importe comment après. Mais non! Le roi m'envoie une petite fougue. Après, c'est un état d'esprit et puis c'est un mode de vie. Ouais. Princesse, c'est plus un mode de vie que une appellation, tout simplement, parce que être princesse, c'est déjà aussi savoir qu'on représente un royaume, qu'on représente, qu'on porte un nom, et que nos comportements peuvent détendre sur toute une génération qui passait par là. Être princesse, c'est être déjà sûr qu'on a déjà de façon naturelle les capacités de pouvoir gérer des situations. Parce que c'est comme un héritage, c'est comme un héritage, et c'est ça. Et donc, être princesse, c'est au-delà des mots, c'est un mode de vie. Donc, tu n'as pas besoin de trouver un mot pour pouvoir qualifier ça, mais voilà, moi je sais le dire, c'est important pour moi de le dire, parce que parfois les gens se disent, elle fait ça. Je le dis aujourd'hui, c'est important parce que beaucoup, ils veulent faire comme nous on fait, sans savoir qu'il y a des choses vraiment qu'on fait de façon naturelle. Moi, je ne fais pas beaucoup d'efforts pour rassembler les gens. Je ne fais pas beaucoup d'efforts pour pouvoir convaincre les gens sur un certain nombre de choses. Parce que ce sont des choses que naturellement, on m'a appris à faire, et tout au long de mon parcours. Parce que quand j'explique souvent, à l'école primaire, j'étais chef de classe. Au secondaire, j'étais chef de classe. À l'université, j'étais chef de classe. Dans mon équipe de football, je n'ai pas parlé de cette casquette parce que j'étais capitaine. J'ai d'abord commencé à être capitaine joueur, parce que coach capitaine, parce que cette équipe, c'est moi qui l'ai créée. Et quand j'ai créé cette équipe, c'est moi qui, et finalement, moi-même, je vais sur le terrain, je joue. Et à un moment donné, et cette année-là, on sort vice-champion. Ça, c'était encore au lycée. D'OIM, oui, on était au lycée. On sort vice-champion d'OIM. Et là, je comprends que ça devient très sérieux. Et donc, je vais à la conquête d'un coach et je lui dis, voilà, tu prends le relais. Et moi, je me concentre comme joueuse et tout. Et donc, c'est pas des choses que quand je suis arrivée dans des associations, dans le milieu associatif, naturellement, quand tu arrives, quand il faut gérer les choses, on dit c'est vous. Donc, c'est pas des choses qu'on va chercher, c'est pas des choses qu'on demande. Déjà, la petite anecdote, quand on était à l'Institut de gestion, on a commencé avec un chef de classe, parce qu'il faut dire que moi, j'ai jamais été meilleure élève de Magnon.
je cherchais mon 10 Ouais. pour passer en classe supérieure. C'est Ouais. vrai que j'étais très bonne sur certaines matières. Ouais, mais d'autres... Les mathématiques et tout, quand j'étais à l'Institut de gestion et que j'avais des 19 en maths, parce que pendant que les autres, ils comprenaient pas trop. Mais les autres matières faisaient que voilà, je me retrouvais avec des moyennes vraiment juste pour aller en classe supérieure. Donc, quand on commence toujours une année scolaire dans un établissement, je prends le cas de l'Institut de gestion, on avait un chef de classe parce que c'était les premières notes montraient déjà que c'était ceux-là qui devaient. Mais moi, on est arrivé un soir, on était là et apparemment, il y a eu l'embrouille avec notre chef de classe et notre prof principal qui est M. Kangué. Il est venu un soir, il a pris le cahier de classe, le cahier de texte et il est venu déposer devant moi. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, vous êtes d'abord intérimaire en attendant qu'on puisse voter un chef de classe. Et le jour où il fallait faire les votes, c'est la classe qui a dit non, nous on ne veut pas de vote. Unanimité. Donc, c'est pour dire que vraiment, c'est des choses qu'on fait de façon naturelle et parfois il faut que les gens le comprennent. Tu as beaucoup qui courent à se dire non, chacun a ses dons et ses talents. Et donc, ça, il faut arriver à les détecter, il faut arriver à les connaître. Et maintenant, les exploiter au maximum pour professionnaliser afin que ça vous permette de vivre. D'accord, d'accord, c'est vraiment intéressant. On se rend compte que, voilà, vous avez eu un parcours plutôt moins, voilà, dans un environnement modeste, une famille de 10 enfants, vous étiez la première fille, malgré votre rang de cinquième né, et il fallait en ce moment que, dans nos coutumes, voilà, même si la fille, elle est la dernière, souvent c'est elle qui va prendre soin des autres garçons, tout ce qui va concerner peut-être la nourriture, elle va donner un coup de main à la maman et tous les autres qui vont avec, parce que les garçons aussi souvent, ils sont là, tout ce qui est tâches ménagères, on sait que bon, c'est peut-être pour la femme, donc il fallait prendre ça en compte, votre amour pour le sport, footballeuse. Les parents, ils n'avaient pas des inquiétudes lorsque vous étiez à fond un peu dans le football, ils se disaient que bon, notre fille, peut-être, elle va avoir des mauvaises fréquentations. Est-ce qu'ils étaient pour votre côté sportif ou bien ça ne les gênait pas du tout? J'avoue que ça a été très très difficile à gérer entre mon père et ma mère. Parce que vous savez, généralement dans des familles, le papa il aime le foot. Et donc il est content de savoir qu'il y a une de ses filles qui joue au foot. Et donc il est ma couverture là-dessus. Sauf que la maman, elle comprend pas trop. Et bon, ce qui arrivait quand même, parce que je comprenais bien qu'il fallait pas que je mette ma maman mal à l'aise. Et comme je sais que les parents, c'est l'école qui les intéresse. Donc, je vraiment à avoir... C'est pour ça que je me suis arrangée à chercher mes 10 qui me permettent d'aller en classe supérieure. Donc, je savais qu'au moins, quand j'ai des résultats à l'école, mes parents me laisseraient aller faire ce que je veux. Et aussi, quand j'étais au foot, parce qu'il faut dire que bon, ma famille, mes parents étaient très très connus à OIM. Mon père était le représentant de tous les Camerounais, par exemple à OIM, et il avait l'un des plus grands bars, l'un des plus... donc, c'était le coin. Et ma mère, par exemple, elle faisait de la nourriture tous les dimanches, elle avait une table, et donc elle vendait de la marchandise. Donc, ils étaient plus ou moins connus. Ce qui fait que quand moi je finissais mes matchs au stade, et que je passe vers la table de maman où elle vend au Carrefour, et là les gens sont avec moi en train de dire que waouh, votre fille a fait un grand match, et qui s'arrête devant maman pour dire que mais vraiment, elle sourit le temps d'un instant avant de dire que vous me racontez quoi et tout, et les gens ils se rabattent à la boutique de mon père pour dire que mais vraiment votre fille elle a fait un match. Donc c'est ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, ma mère a compris que ça ne servait à rien de tirer. Et bon, mon père, il était tout content de savoir que voilà, je fais ce qu'il aime. Et donc, c'était pas facile à gérer entre les deux parents. Mais heureusement qu'on a su gérer ça, moi, en prenant conscience que voilà, les parents attendaient de moi à l'école. Et aussi que les résultats, où que j'étais, je devais servir d'exemple pour qu'après, ça puisse fortifier les parents sur la nécessité de me laisser aller jouer ou pas. D'accord, d'accord. Ouais, parce que ce que je dis toujours, les parents, la plupart du temps, c'est qu'ils veulent pour les enfants. Pour eux, ils ont l'impression que c'est de bonne foi, c'est pour ton bien. Ils ne comprennent pas peut-être la portée qu'il y a derrière. Il ne faut pas aller en conflit avec eux. Tu fais ce qu'ils veulent. Maintenant, de côté, si tu as une passion, tu travailles dessus, mais sans toutefois négliger l'aspect école
qui est très important pour les enfants. Exactement. Et après, avec les résultats, ils vont t'accompagner. Parce que si aujourd'hui, tu avais décidé de continuer ta carrière peut-être professionnelle dans le foot, il devait être content parce que tu as fait l'école et maintenant tu as fait peut-être l'une de tes passions à ce moment. Donc, c'est très intéressant. Merci. Donc, là, ce qui nous intéresse maintenant, tu étais en entreprise, tu as commencé avec, tu travaillais en journée, et tu faisais ton BTS en cours du soir. Tu as fait 2 ans pour avoir ton BTS. Et 3 ans à l'époque. 3 ans à l'époque. À l'époque, le BTS, c'était, nous, on était vraiment la dernière promotion de 3 ans pour avoir le BTS. Ouais, l'équivalent d'une licence aujourd'hui. Donc, ce qui nous intéresse à ce moment, c'est tu étais en entreprise, voilà, à la tête d'une équipe de près de 40 personnes. Tu manageais l'équipe. Pourquoi tu n'as pas demeuré dans cet environnement? Parce que tu étais parti pour avoir une belle carrière en tant qu'employé dans cette entreprise. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu te retrouves à ton propre compte? Tu as des initiatives que tu vas nous parler dans la suite de la vidéo. Quel a été le déclic pour vous pour quitter d'employé qui a une carrière prometteuse à chef d'entreprise aujourd'hui? Très bien, donc déjà j'étais pas responsable de toutes ces équipes, j'étais vraiment un peu ce qu'on appelle coordinatrice, donc j'étais un peu le point de relais entre eux et les clients, derrière. Et ce qui a vraiment été, il faut dire que j'ai enchaîné, donc je ne pars pas d'ACI pour devenir entrepreneur. Donc pendant que je suis à ACI, je suis détectée par l'équipe qui organise la Tropicale à Missa Bongo. Et la Tropicale étant une fois dans l'année. Ça, c'était autour de 2013 c'était 2011. 2011. Et je me souviens que notre boîte où on travaillait avait commencé à avoir des problèmes de finances. Ils nous payaient un peu en retard. Ils n'avaient plus trop de moyens pour pouvoir faire. Et moi, je pense que je fais partie des premières personnes qui avaient déposé la lettre de démission. Parce que bon, moi, j'étais venue clairement dire à mon patron, ma mère était décédée en 2009. Pendant qu'il était là, déjà, parce que j'étais déjà dans la boîte quand ma mère est décédée, il voyait comment, moi j'avais une fille à l'époque, et donc ma fille et celle de ma petite sœur, et je les avais inscrits non loin de l'entreprise, juste à côté. Donc quand les enfants finissaient l'école, ils venaient m'attendre au bureau pour pouvoir, avant qu'on ne rentre. Et quand la situation financière s'est posée, j'ai clairement présenté à mon patron ma situation, et j'ai écrit une lettre de démission. Et je me souviens ce jour-là, quand je suis allée lui remettre à la fin de la journée ma lettre de démission, il a pris, il a regardé, il dit, Josiane, qu'est-ce que tu veux me faire? Je dis, monsieur, mais il faut bien que je trouve de quoi nourrir ces enfants que vous voyez tous les jours. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je ne peux pas te retenir parce que je suis consciente que je ne peux pas te payer. Je suis consciente que je ne peux pas te payer, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et là, je lui avais dit, monsieur, même s'il faut aller vendre des gâteaux au quartier, il faut absolument que je fasse quelque chose pour pouvoir nourrir ces enfants-là. Et là, il a compris que vraiment ma décision était prise et il m'a dit, je ne peux pas te retenir, tu peux partir. Donc, j'ai déposé ma démission. Mais l'anecdote de l'histoire, c'est quand je pars, l'équipe de la Tropicale à Missa Bongo revient pour passer commande et il ne me voit pas. Et là, il demande à mon patron, elle est où votre assistante? Et il dit, bon, j'ai pas pu la payer, donc elle est partie. Et ils ont demandé, est-ce que vous avez eu un problème avec elle? Il a dit non, est-ce qu'on peut la prendre avec nous? Et c'est même mon ancien patron qui m'appelle au téléphone et qui me dit, tu peux passer au bureau. Donc, je suis allée le voir et c'est même lui qui m'a donné des stratégies, comment je devais négocier mon salaire et tout ça. Et donc, je suis repartie et avant ça, j'avais, quand l'entreprise a eu des difficultés aussi, il m'a recommandé à SEP, ceux qui font l'annuaire professionnel. Et j'étais là, responsable du suivi des dossiers. Donc, j'étais plutôt bien payé. Moi, je dis toujours aux gens, j'aime bien dire ça, quand on a 1 million le mois et qu'on décide d'arrêter du jour au lendemain pour pouvoir se jeter dans l'entrepreneuriat à son propre compte, il faut qu'il y ait des choses qui vous motivent, qui vous poussent à pouvoir le faire. Et donc, c'est là le déclic. Vous savez, je vous explique un peu les valeurs que j'incarne, que je porte. Et donc, mon intégrité passe au-dessus de l'or et l'argent. Et le jour où je sens juste un bout de mon intégrité atteint, je n'hésite pas
à dire, vous pouvez prendre quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Je suis arrivée un matin au travail, j'avais travaillé toute la nuit et jusqu'à 3 heures du matin, j'avais pris la peine de laisser une note sur mon bureau en disant j'ai travaillé jusqu'à telle heure, je ne vais pas arriver à 8 heures comme tout le monde, mais je serai là. Voilà tous les dossiers, si vous cherchez quoi que ce soit, c'est là, ainsi de suite. Et là, quand je me réveille au matin, mon téléphone, j'ai 50 appels de mes collaborateurs, de tout le monde, de tu es où, tu es où? Je dis, mais il se passe quoi? Et quand j'arrive au bureau et que ma responsable administrative ouvre la porte et m'accueille, moi j'ai eu, je ne sais pas si c'est la malchance ou la chance de travailler toujours dans les entreprises où le patron, le monsieur, il est directeur général et la femme, elle est directrice financière. Et donc, la femme, elle ouvre la porte et elle me dit, vous sortez d'où? Le travail, c'est à 8 heures. J'ai dit, est-ce que vous avez pris le temps de regarder quand même mon bureau, de voir le travail qui a été fait? De toute façon, on sait ce que vous faites la nuit au bureau. Vous faites tout sauf le travail. Je peux vous le montrer. Je dis, dès l'instant présent, vous allez me montrer ce qu'on fait au bureau, au lieu du travail. Et en plus, tu penses que tu fais quel travail extraordinaire, ce que tu fais, ma fille de 2 ans peut le faire. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, votre fille de 2 ans va venir me remplacer. Ça, c'est clair. Et je suis sortie, j'ai refermé la porte comme je suis venue. Je ne suis même pas repartie regarder c'était quoi sur mon bureau ou quoi que ce soit. Je ne suis même pas partie réclamer c'était quoi mon salaire. Je suis partie du jour au lendemain. Et quand je suis partie, dès que je me suis assise avec moi-même, j'ai demandé comment on fait pour devenir chef d'entreprise. Et là, le lendemain, j'étais au CDE à l'époque. Et j'ai pris toutes les informations. J'ai commencé tout de suite la procédure. Et 10 jours après, j'avais ma fiche circuit. 3MJ Consulting naît de là. Mais là, et moi, j'avais déjà la chance d'avoir le répertoire puisque j'étais responsable de la mise à jour de tous les répertoires des entreprises du Gabon. La SP, avec une grosse base de données que tu avais. Une grosse base de données que j'avais directement. Mais là, j'ai directement fait un mail à toutes les personnes avec qui j'avais... Vous cherchez une personne dynamique, avec qui travailler désormais. Je suis à votre disposition, légalement structurée. Et là, le mail est parti. Et j'ai commencé à avoir des coups de fil de partout, des gens qui m'appelaient. Et ma première expérience, c'était directement les Jeux de la francophonie à Nice. Parce qu'entre-temps, j'avais postulé et juste après, j'ai reçu un coup de fil comme pour dire que j'avais été retenue, pas pour avoir un salaire, mais en tant que bénévole. Mais j'ai accepté ça parce que c'était un challenge de savoir que je devais faire partie du Gabon pour aller intégrer le comité d'organisation. En France, j'avais jamais été en France. Et donc, moi, je ne voyais pas, même tout l'argent du monde pour moi ne comptait pas. Tu disais que à ce moment-là. Même si c'est bénévole, je vais aller devant travailler. Donc, heureusement d'ailleurs que j'ai quitter l'entreprise parce que vous imaginez si voilà j'étais disponible à ce moment-là, donc vous imaginez j'aurais eu ce coup de fil en étant en entreprise, j'aurais décliné alors que de là est partie toute une succession d'autres choses qui ne s'est jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui. Vas-y, une de fait aimer, 1000 de retrouver. C'est aussi ça, parce que souvent quand on veut peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien dans une activité génératrice de revenus, on se dit qu'est-ce que je vais devenir? La peur de l'inconnu, on ne sait pas dans quoi mettre les pieds. Oh, souvent, c'est quand on fait, moi, on se dit, mais pourquoi je ne suis pas parti plus tôt? C'est souvent l'erreur. Souvent l'erreur qu'on a. Voilà, vous avez enchaîné avec des Jeux de la francophonie en tant que bénévole. L'expérience, elle vous a plu. Vous avez vu la façon de faire en Occident par rapport à peut-être votre organisation, peut-être la Tropicana. Vous avez vu, c'était comment? C'était différent ou bien? Oui, en fait, c'est vraiment de là. C'est en étant dans d'autres organisations, en étant au Gabon aussi sur le plus grand tour cycliste d'Afrique, qui est la Tropicana Missa Bongo, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une grosse différence entre ce que les autres font et ce que nous faisons. Parce que étant à Nice, j'ai pu m'inscrire aussi pour faire le semi et le marathon de Paris. Donc j'ai fait pendant 3 ans. Chaque année, je partais faire le marathon de Paris en tant que bénévole. Et vraiment,
chez nous, ce qui m'a vraiment embêté et qui m'a poussé à vouloir faire quelque chose, à ne pas être ceux qui sont dans la critique, mais de proposer des solutions, c'est lorsque, par exemple, vous êtes dans une grande organisation comme la Tropicale Amissa Bongo, on fait venir des délégations, des centaines de personnes au Gabon. Et là, vous travaillez directement, parce que moi, la chance que j'ai toujours eue, c'est j'arrive à la Tropicale et je suis directement assistante de coordination générale. Et donc, j'occupe directement un poste très élevé. Et là, je suis en lien avec les partenaires pour aller prendre des devis, des factures, tout le travail en amont. Ouais. Et quand vous demandez par exemple un devis à une structure, que ça fait 1 mois pour arriver. Et quand ça arrive 1 mois, ça arrive avec des erreurs. Ouais. Je me suis retrouvée à des moments à aller m'asseoir dans ces structures-là, moi-même, saisir mon devis. Et là, il restait comme envoyé par mail quand je devais partir. Et quand ça arrive par mail, il y a des erreurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre quand j'ai fini et parti? Ça a été modifié. Et c'est là tout le problème. Donc, il faut dire que j'accumulais. La Tropicale Amissa Bongo, c'était 1 fois dans l'année. Ouais. Mais entre-temps, j'ai eu un contrat. Vous savez, quand le marathon du Gabon arrive, quand les organisateurs du marathon du Gabon arrivent et qui sont en train de chercher des jeunes Gabonais capables, par exemple, de pouvoir gérer cette initiative. Ouais. Moi, j'ai travaillé déjà sur le marathon de Paris. Et tout. Et donc, les gens, ils m'ont recommandé, j'ai été recommandée par Steve qui avait dit à cette époque-là à l'organisateur que si vous cherchez une personne dans ce sens, ce n'est que Josiane. Donc, moi, j'ai directement commencé sur le marathon du Gabon aussi en tant que responsable du bureau et le responsable des inscriptions. Donc, j'étais tellement dans plusieurs organisations avec vraiment des portées importantes, de grosses dimensions, qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, waouh, si on n'arrive pas à faire quelque chose, j'étais entre 2 avions, quand j'arrive à Paris, quand j'arrive dans un restaurant hors de mon pays et que voilà, elles sont toutes accueillantes, souriantes. Et c'est là où tu comprends, c'est pourquoi on a instauré le pourboire. Parce que voilà, quand tu as été satisfait par le service de quelqu'un, c'est avec plaisir que tu laisses un pourboire. Alors que j'ai vu que dans nos aéroports, même rien qu'à l'aéroport, mais c'est la première vitrine de notre pays. Exactement. Quelqu'un qui n'est pas capable de sourire à un étranger qui rentre à l'aéroport, c'est notre vitrine. Je me suis dit qu'il y avait un problème et qu'il fallait absolument trouver une solution. Et c'est vraiment, à partir de 2013, ça me bouillonnait tellement que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Mais il ne faut pas que je fasse des choses qui existent déjà. Il faut faire des choses différemment. Et je m'étais assise à cette époque avec celui que je porte le nom aujourd'hui parce que on avait commencé vraiment, on travaillait d'abord ensemble et je lui avais dit à cette époque, je pense que je vais me spécialiser dans la formation. Et je ne vais pas faire la formation. Je me rappelais toujours des épisodes de l'Institut de gestion où les cours étaient vraiment théoriques. C'était tellement théorique. On avait des enseignants qui n'étaient pas des pratiquants. Exactement. Et c'était, moi je me souviens, il y avait un cours qui m'avait les incoterms en logistique. Je comprenais rien de ce cours-là. Et après, c'est un cours que par exemple, lorsque tu passes une commande, peut-être je prends n'importe quoi, j'ai un fournisseur, une machine, il faut que vous discutez au niveau des incoterms là. Qui est responsable de la marchandise lorsque ça quitte de son magasin, chez toi, ce sont les éléments plutôt très importants. Et donc, je ne comprenais pas tout ça. Et donc, je me suis dit, OK, si moi, je me lance dans la formation, il faut que ce soit une formation faite par des modèles de réussite, c'est-à-dire des gens eux-mêmes qui pratiquent ce métier-là et qui ont déjà fait leur preuve 10, 15 ans, 20 ans dans ce qu'ils font. Et aussi, ce qui avait aussi posé le déclic, c'est le fait de dire, moi par exemple, quand j'étais jeune, moi je regardais jamais la télé. Moi, dès que je fais 5 minutes devant la télé, je dors. Mais il y avait une émission qui arrivait à captiver mon attention, c'était Star à domicile. Oula. Je voyais comment, en l'espace d'1 seconde, on pouvait ouvrir une porte,
faire entrer quelqu'un qui faisait rêver quelqu'un parce que c'était son anniversaire. Ouais. Juste une surprise et les gens tombaient en syncope. Et les gens étaient waouh. Et je me suis dit, il me faut, si je me lance dans la formation, il faut que ce soit fait par des gens qui font rêver des gens. Et là, cette fois-ci, c'est pas pour venir faire la photo, c'est pour venir expliquer comment je fais au quotidien, quels sont les pièges que j'ai vus, quels sont des défis que je rencontre au quotidien. Mais l'autre aspect aussi qui m'avait beaucoup motivé dans ma façon de faire, je vivais à plein ciel. Je vivais à plein ciel et à plein ciel, vraiment, il n'y a pas une autre distraction là-bas que le bar. Et quand tu trouvais, moi, je partais à l'école le soir. Donc, en partant à l'école, je croisais dans les bars et tout ça. Et je leur disais, mais pourquoi vous ne cherchez pas un travail? Pourquoi vous partez pas? Donc, moi, je faisais un peu la sensibilisation. Et là, tout ce qui me revenait à chaque fois, c'était parce que vous pensez qu'au Gabon, on peut réussir. Déjà, si on n'a pas un nom, si on n'appartient pas à un réseau, si on ne fait pas ci. Et je me suis dit, mais... Et je suis l'enfant de qui? Mais pourtant, moi, je travaille le matin, je vais à l'école le soir. Et il n'y avait pas un réseau. Moi, j'ai trouvé une opportunité. Même mon nom, personne ne connaît même. Donc, je me suis dit, OK. Donc, il fallait trouver quelque chose qui puisse vraiment montrer à ces jeunes que par le travail, on peut réussir à faire des choses. Mais le fait aussi que moi, je travaillais dans les entreprises, que j'occupais des postes dans la Tropicana Mr Bongo, que j'étais dans le marathon du Gabon, que j'étais consultant pour des structures, je voyais aussi quand même le gap qu'il y avait entre les gens qui ont réussi et ceux qui se cherchent. Nos enfants de Kingele n'avaient aucun espoir de rencontrer quelqu'un de la Sablière parce qu'il n'y avait aucune passerelle qui leur permettait de pouvoir se rencontrer. Et là, c'est d'où est venu mon déclic. Je veux être cette passerelle. Je veux être cette passerelle qui permet à ceux qui se cherchent de pouvoir rencontrer des modèles de réussite qui viennent les aider en leur donnant des outils, en leur donnant tout ce dont ils ont besoin pour les amener vers le haut, pour les aider à grandir et ensemble réduire le gap qu'il y a dans sur les inégalités en matière de formation, en matière d'emploi. Et donc, c'est là où naît l'idée des Samba. Et à l'époque, pourquoi on avait mis Samba? Les Samba, c'était vraiment lorsqu'on a travaillé avec l'équipe pour mettre ça en place, on s'est dit qu'il fallait trouver un nom qui veut vraiment expliquer ce qu'on veut faire. Donc, Samba au Gabon, c'est bienvenue avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humilité. Donc, c'était pour dire que ces personnes qui ont réussi, ils viennent au Gabon sans protocole aucun. Ils viennent et là, ils partagent leur expérience, ils restent avec des enfants, ils mangent sur la même table et cette humilité, cette simplicité, pourquoi? Pour pouvoir leur donner les outils et les compétences pour les amener vers le professionnalisme recherché. Donc, c'est là l'idée des Samba professionnels. D'accord. Vous voulez dire que les Samba, bienvenue depuis votre expérience au niveau de l'aéroport, vu que voilà, les femmes n'étaient pas très accueillantes. Bon, Samba vient un peu vous dire, voilà, vous êtes la bienvenue, nous accueillons dans l'hospitalité, dans la fierté de nos origines même africaines, où l'étranger souvent a une place d'honneur, parce qu'on dit, chez nous on dit tout, l'étranger vient de loin. Donc, il a parcouru des centaines de kilomètres. Donc lorsqu'il arrive, il faut l'accueillir, il faut lui proposer à boire, parce qu'on sait qu'il a marché pendant de longues distances. Donc là, vous avez créé les Samba pour créer vraiment, pour être cette passerelle entre les professionnels qui ont déjà, disons, réalisé des grandes choses et ceux qui viennent des quartiers Kingele, dans les PK, et qui peuvent se rassembler pour rêver. Parce que, pour la petite histoire, je te découvre en 2021, lors de la 7e édition des Samba, à l'atelier, parce que tu es venu pour l'atelier entrepreneuriat avec le coach Ricardo Kanyama, dont j'ai également fait, vous allez aussi retrouver notre interview sur la chaîne. Et c'est pour ça, parce que je voulais, après avoir lu son livre La chèvre de ma mère, je voulais le rencontrer, avoir ce sourire que vous avez évoqué tout à l'heure dans Star de demain. C'est lorsqu'il discutait, je le voyais en face, je voyais le livre, je disais, oh, c'est possible de rêver. Que vous-même, vous pouvez rêver grand. Ça, c'est l'une de ces phrases. Donc, les Samba
viennent être cette passerelle. Et les samba, comment les samba, la première édition, comment vous faites? Parce que à chaque édition, vous avez des parrains, vous avez des panélistes, vous avez plusieurs ateliers. Comment est-ce que vous réussissez à mettre cela en place? Parce que quitter tout ce que vous avez expliqué, c'était d'abord dans votre esprit, c'était en théorie. Comment vous avez pu matérialiser cela et faire venir des gladiateurs dans chaque secteur, que ce soit du domaine du sport? Il y avait Pape Diouf, le premier président noir d'une équipe en France. Donc, ça sont des éléments. Comment est-ce qu'on se dit, j'ai mon idée, je parviens à convaincre ces personnes de venir adhérer à mon projet pour qu'ils puissent voir le jour et fédérer de nombreux jeunes qui peuvent aussi demain véhiculer la même information. Comment est-ce que tu parviens à, voilà, à fédérer, à gérer tout? Parce que j'imagine que ça demande voilà, beaucoup de négociations. Il faut qu'ils aient un calendrier qui soit propice à votre événement. Comment ça se passe dans les coulisses, si on peut avoir quelques éléments clés pour pouvoir réaliser cela? Oui, donc il faut dire que, et c'est vraiment un élément important pour toutes les personnes qui veulent se lancer, de savoir que le relationnel, votre attitude au quotidien va définir si les gens veulent travailler avec vous ou pas. Parce que quand je vais vous faire un peu l'historique des samba qui ont eu 3 piliers. Quand je parle de 3 piliers, c'est vraiment des premières personnes à qui nous avons parlé des samba et qui tout de suite ont dit oui. Et année après année, ils sont venus. Donc, l'un des piliers, par exemple, de ces samba, qui est Joël et Dédé Guendo, que moi j'ai côtoyé sur la Tropicale à Missa Bongo. Elle venait sur la Tropicale à Missa Bongo pour couvrir la course pour TV5 Monde. Et donc, j'étais tellement... ma façon d'être avec eux, ma façon de les accueillir. Et au départ, je ne savais pas que Joël était gabonaise. Donc, quand je grimpe en termes de responsabilité, et que finalement, les passeports de ceux qui viennent arrivent par moi, et que là, je vois un passeport gabonais et je vois Joël donc, et je me suis dit, waouh, cette femme, elle est gabonaise. Et à partir de là, j'ai commencé à l'embrasser autrement. J'ai commencé à me rapprocher d'elle. Et quand l'idée des samba vient, c'est à elle, je me suis dit, cette femme, elle a fait l'école de journaliste en France. Elle fait rêver des gens à travers le monde et tout. Mais les jeunes Gabonais, les jeunes que je côtoie, ils n'ont pas la possibilité de payer un billet d'avion pour aller en France. Si jamais je lui demandais de venir au Gabon pour pouvoir partager son expérience avec ses frères et sœurs qui n'ont pas les mêmes moyens qu'elle, est-ce que ce serait possible? Ça, c'était la première étape. Mais ce qui est important, c'est l'idée de la co-construction. Parce que je vous ai dit, moi, j'arrêtais pas d'en parler. En 2013, quand on finit la Tropicale, j'arrêtais pas à dire à tout le monde autour de moi, il faut que je fasse quelque chose pour la formation. Et je le disais, je le martelais à Latif. Partout où on partait, j'arrêtais pas de lui dire, il faut que je... Et un jour, il me dit, ok, viens t'asseoir. On va parler de ton projet là. Il s'agit de quoi exactement? Et je lui ai expliqué comment je voulais que les modèles de réussite se retrouvent de différents domaines. Et là, directement, il m'a dit, regarde, au lieu qu'on se limite par exemple jusqu'au journalisme, juste dans le journalisme et tout, si on fait par exemple dans l'environnement, ça va intéresser les gens qui s'intéressent à l'environnement et le ministère de l'Environnement. Si on parle du sport, ça va intéresser ceux qui sont dans le domaine sportif. Si on parle de l'entrepreneuriat, ça va intéresser ceux qui veulent se lancer. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on est parti de cette discussion ce jour-là avec le OK de ce qu'on voulait faire. Et en plus, il ne s'est pas arrêté là en disant on va faire ci. Il a dit, moi je connais quelqu'un panafricaniste. Parce que Latif, il était déjà à la radio, ils avaient des émissions Génération Consciente sur Radio Émergence. Ils étaient déjà très engagés. Donc, il était déjà en lien quotidien avec Amobe Mevege. Et il me dit, ce projet tel que tu l'expliques, vraiment, il y a un panafricaniste qui va être intéressé par ça, qui s'appelle Amobe Mevege. Et tout de suite,
Il a pris son numéro de téléphone, il m'a donné. Et lui-même, il a pris son téléphone. Il a dit, papa Mobé, il y a une jeune dame qui veut faire quelque chose comme ça, comme ça, comme ça. Elle est en train d'arriver à Paris. Parce que j'avais aussi compris quoi? J'avais compris que mes cibles, oh, c'est pas des gens, tu vas appeler au téléphone, tu expliques. Et puis tu te dis que non, là ils ont compris, ou bien des gens que tu connais sur les réseaux sociaux. J'avais compris qu'il fallait au départ que j'investisse pour aller rencontrer ces personnes-là, pour leur expliquer la vision afin de les fédérer. Et donc au sortir de là, j'avais décidé de payer un billet d'avion pour aller en France, pour pouvoir rencontrer ces personnes que j'avais déjà, donc Joël Ndong. Et rencontrer Amobé Mévégué, déjà rien que ces deux-là, pour leur expliquer le projet. Donc, c'est en arrivant en France, je vois Joël, je lui dis, voilà l'idée qui m'est venue. Elle me dit, ça c'est très bien ça. Je dis, est-ce que toi tu pourrais venir? J'ai pas d'argent pour payer. Elle dit, et puis quoi, j'ai pas besoin d'argent, je viens. Et là, elle m'a dit, je viens tout de suite. Et pendant qu'on était en train de parler, elle dit, oui, mais au-delà du journalisme, tu vas faire quoi d'autre? Il y a quel autre atelier? Je lui dis, non, il y a l'atelier sur le sport et tout, machin. Elle me dit, tiens, je connais quelqu'un. Pape Diouf, si on lui dit atelier sport, il va venir. Je dis Pape Diouf. Tu rêves ou quoi? Et elle me dit Pape Diouf. Si je dis à Pape Diouf, il va venir. Je dis, je te laisse la responsabilité de ce dossier-là parce que moi, je ne sais pas comment faire. Et on a fini là, on a discuté. Elle a dit, ok, je discute. Et là, tout de suite, elle m'a demandé c'est quand les dates. Et parce que moi, avec mon agenda à TV5 Monde, il faut que tout soit calé longtemps en avance. Exactement. Mais je te promets, je n'avais même pas encore écrit le projet. Et donc, c'était dans ma tête. C'était pas écrit quelque part. Et elle m'a dit, il me faut le dossier. Ok, il me faut le dossier. Comment? C'est quoi le dossier et tout? Et là, sur place, elle me dit, non, quelque chose qui explique l'introduction. Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Ainsi de suite. Et là, je me suis dit que c'était sérieux. Et quand je sors de chez elle, j'ai rendez-vous à Ubiz News avec Amobé Mévégué. Et j'arrive à Ubiz et tout le monde m'attendait. J'arrive, Amobé me prend dans son bureau et il se lève de sa chaise, il me prend, il me pose sur sa chaise et il se met devant moi. J'ai dit ok. Ok. Et il me dit, bon, explique. Et j'explique tout ce qu'on veut faire. Et il me dit, il me pose la question, est-ce que tu en as un peu dans les tripes en regardant un peu, en regardant un peu mon ventre, est-ce que tu en as un peu dans les tripes? Je dis, oui, je pense que j'en ai un peu dans les tripes. Et il dit, je t'accompagne. Et dès qu'il m'a dit, je t'accompagne, on s'est levé. Il a mis la chaîne gabonaise. Il me dit, regarde d'abord ton pays. Et quand on a fini de regarder, il m'a pris, il m'a amené dans tout Ubiz News, il m'a présenté à tout le monde. Il me dit, ici c'est chez toi, voilà tel qui fait ça. Et donc, il m'a présenté à toute l'équipe et je me suis sentie directement. Donc, je suis sortie de là avec une motivation multipliée par... Et Joël qui attendait son dossier, je me suis dit comment je fais. Et là, j'ai décidé de m'isoler pendant un mois. Pour travailler. Je me souviens, j'avais appelé des amis à moi, le couple Honda, avec qui on avait fait le lycée, et eux vivaient à Nantes à l'époque. Et je leur ai dit, moi, je pense qu'il faut que je vienne à Nantes, m'asseoir, m'occuper du monde entier pour écrire le dossier de ce projet que je veux lancer, parce qu'apparemment ça devient très sérieux. Et ils ont dit, on t'accueille, tu es chez toi ici. Donc je suis allée, je me suis coupée du téléphone. Le seul moment où je me connectais, c'était pour envoyer à Joël ce que j'ai écrit, pour qu'elle regarde, et ainsi de suite, on avance. Et on était au mois d'avril. On était au mois de février 2014. On était au mois de février. Et quand on sort de là, au mois de février, on avait déjà décidé qu'au mois de juin, on ferait la première édition des Sombras. La même année. De la même année. Donc, ça a pris un mois pour écrire. Il fallait que j'aille rencontrer des amis, Steve Nguema, que je voulais impliquer sur le dossier. Il fallait contacter des gens pour finir le dossier. Et je suis partie de la France, je crois que c'était au mois de mars, avec le dossier prêt. Et quand je sors, j'appelle cette période-là la période du laboratoire. Donc quand je sors du laboratoire, parce que c'est le moment vraiment où je me déconnecte de tout, quand je sors du laboratoire et Joël me dit,
tu sais, Pape, il a dit qu'il vient. Hein. J'ai dit non, Pape, il n'a pas dit qu'il vient. Je n'ai pas parlé avec Pape. Comment tu peux me dire que Pape a dit qu'il vient? Elle me dit, voilà son numéro. Appelle-le. J'appelle, il décroche pas, je lui laisse un message. Bonjour, monsieur Diouf, je suis tel par rapport à tel projet et tout ça. Et il me répond, ben, j'ai dit à Joël que je serai là. Donc, je sors de là. Vous imaginez, pour une première édition d'un événement, dans les conditions que vous avez expliquées, on ne va payer personne. Oui, chacun on va juste... Non, personne ne se déplace à ses frais. On met les commodités nécessaires, billets d'avion, hébergement et tout ça, mais il n'y a pas un cachet pour payer ces professionnels-là. Et vous avez déjà 3 mastodontes. Donc, Joël, Pape Diouf, Amebe Mevege. Qu'est-ce qui peut vous retenir à lancer un tel projet? Parce que seulement avec les 3, ça permet d'aller chercher d'autres personnes. Que je vais aller valider, Pape Diouf allait valider. Mais si vous regardez la première édition des Samba, on avait à peine 4 ateliers. Il y avait l'atelier de Joël, l'atelier de Pape Diouf, l'atelier d'Amobé, l'atelier de Steve Ngema qu'on avait ajouté et un autre atelier. C'était tout. Parce qu'on était sûr qu'on avait des jokers avec nous. Donc c'est là vraiment l'histoire des Samba. Et en 3 mois, on est rentré, on a commencé à chercher des partenaires, mais c'était pas évident. Chercher les sponsors. Pour payer les billets d'avion, les gens n'ont pas suivi, mais le plus important pour moi, c'était que cet événement puisse avoir lieu. Et quand on a vu Pape arriver à l'aéroport de Libreville, on était convaincus qu'on avait réussi le coup. Et c'est là où tout est parti. Et année après année, quand vous avez un pape qui vient sur une initiative, et on avait un tableau comme celui que vous pouvez voir, un tableau de dédicaces où on demandait à chacun de laisser un message. Et quand Pape Diouf écrit en vous disant que les Samba, on y revient volontiers. Donc, vous comprenez que l'année prochaine est déjà validée. Et là, il est venu après année, et année après année. Donc, c'est vraiment déjà notre capacité, notre façon d'être avec les gens. Et après, la co-construction, l'idée de partager son idée avec d'autres personnes, d'avoir leurs avis, ainsi de suite, ça permet d'avoir ce que j'appelle le cerveau collectif et ne pas se limiter qu'à ces idées qui sont peut-être bien, mais on ne voit pas l'angle que quelqu'un d'autre fera à notre place. Souvent, à ce niveau, on se dit, il y a certains matins, on se dit que j'ai mon projet sur le partage, on va le voler, on va le recopier. Voilà. Il faut pas partager à n'importe qui. Il faut identifier ceux qui peuvent t'aider vraiment à améliorer ton idée, bien comprendre ce que tu veux partager. Ces personnes vont t'orienter, vont te dire, parce que tel aspect, peut-être tu n'as pas pensé, comment est-ce que tu vas gérer ça? Je connais peut-être telle personne qui pourra t'aider. Peut-être lui-même, il ne sait pas trop ce que tu veux dire, mais il sait quand même que, bon, telle personne, il parle aussi de ça. Je peux vous mettre en contact et vous peaufiner. Or, si tu peux parler à quelqu'un qui va te dire, non, il faut être réaliste. Les briseurs de rêve, c'est comme ça que nous on les appelle. Toi, tu as quel nom, les tu connais qui, de tu as quel réseau. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut savoir jouer. Et comme tu as dit, comment est-ce que tu te comportes avec les autres? Parce que lorsque tu auras un projet, est-ce qu'ils vont adhérer ou pas? Donc il y a d'abord la personne, le porteur de projet. Ça, c'est une qualité pour moi qui est vraiment très importante, le porteur de projet à lui-même. Parce que lorsqu'on quelqu'un vient avec son projet, on peut investir sur le porteur de projet, sachant peut-être que le projet n'est pas peut-être familier, mais on sait que le porteur de projet, lui, va tout faire pour puiser le maximum dans ce projet. Mais une autre personne, tu vas lui donner peut-être le meilleur projet, mais juste que on sait qu'il n'aura pas peut-être cette capacité à vraiment mobiliser les ressources qu'il faut pour faire grandir ce projet. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir ce parcours, de savoir que juste avec son idée, on a pu contacter des gladiateurs dans leurs domaines respectifs pour pouvoir mettre en place les Samba. Et maintenant, comment ça se passe les Samba? Ça évolue bien. Comment est-ce que tu parviens à... Parce qu'après, à la fin, c'est bien tout ça. Mais il faut que toi-même, tu aies une source de rémunération. Comment est-ce que tu parviens à gagner de l'argent avec 3e, avec les Samba? Comment est-ce que tu coordonnes cela? Ben, il faut dire qu'après, dès le moment où j'ai partagé l'idée et que c'est sorti de ma tête, c'est on s'est associé à d'autres personnes. Donc,
on n'est plus dans le jeu, Oui. on est maintenant dans le nous. Dans le nous. Donc, les Somba, aujourd'hui, c'est vraiment des gens avec le cœur, que ce soit ceux qui ont intégré l'ONG pour le porter, que ce soit des professionnels qui viennent et qui, eux, derrière, attirent d'autres professionnels avec eux, que ce soit tous les partenaires qui s'associent aujourd'hui pour pouvoir permettre à cet événement de continuer à exister. Donc, il faut maintenant garder ces 100 balles dans le nous. Et moi, je reste l'initiatrice, certes, mais aujourd'hui, les Somba, c'est toute une équipe. Donc, ce sera très prétentieux de ma part de renvoyer les Somba à ma personne, parce que je sais aussi que la dimension que les Somba ont aujourd'hui, la dimension que les Somba ont eue, c'est parce qu'on a eu un Didier Drogba. Et comment on a eu un Didier Drogba, c'est parce qu'un Pape Diouf est arrivé, on était en train de lui dire, on cherche un parrain pour les Somba. Et il nous a dit, Didier Drogba sera le meilleur parrain. Et lui-même, il a contacté Didier Drogba. On a eu un Amobe Mevege qui est venu et qui a vu que ça, Harry Roselmack serait une valeur ajoutée pour ce projet. Lui-même, il a contacté, il nous a donné des contacts, ainsi de suite. Un Martin Camus qui est venu et qui a dit Manu Dibango sera une valeur ajoutée pour ce projet. On a contacté Michel. Donc, c'est dire que ce projet, ça a vraiment été possible grâce à un mouvement, à un groupe de personnes qui y croient. Mais malheureusement, notre environnement fait que on n'arrive toujours pas, parce que l'une des choses que Pape Diouf nous disait quand il revenait chaque année, il nous disait, il me dit, Mademoiselle Matène, vous savez, je viendrai au Gabon sur ce projet jusqu'à ce que je sois sûre que vous arrivez à gagner votre vie avec ça. Donc, tant qu'on ne gagnait pas notre vie avec ça, il venait toujours jusqu'à ce que Covid les arracher, alors qu'on ne gagne pas encore notre vie avec les Somba. Et notre environnement aujourd'hui, on se demande est-ce qu'ils ont compris, est-ce qu'ils n'ont pas compris la vision, mais on continue à faire cet événement endetté, on sort de là avec plusieurs millions endettés. Et donc, pour répondre à la question de comment je fais pour vivre via 3MG Consulting, jusque-là, les Somba sont organisés de quelle façon? Les Somba sont organisés, on a réussi à travers l'ONG de mettre un groupe, d'adhérer un groupe de personnes qui croient à l'ONG et qui acceptent de pouvoir mettre chaque mois des cotisations pour permettre à l'ONG de fonctionner. Et malheureusement, le budget d'organisation d'une édition des Somba, c'est 191 millions. Et les cotisations de 5 000 francs par mois pour 10 personnes ne peuvent même pas. Donc, c'est vraiment pour payer des choses régaliennes, l'encre, le papier, ainsi de suite. Et on continue à chercher les partenaires. Et après, derrière, c'est 80% d'autofinancement pour les Somba. Et donc, les Somba, par exemple, 10e édition sont finis. Mais aujourd'hui, c'est 3MJ Consulting. À travers tout ce que je fais comme consultation, ailleurs sur d'autres projets, c'est à travers tout ce que mon mari va travailler sur d'autres projets. C'est à travers tout ce que quelques personnes en qui on continue à dire que voilà la situation des Somba, on a 15 millions de dettes. Comment on fait? À travers que tout au long de l'année, on va continuer à pouvoir payer cette dette-là pour pouvoir à terme solder cette dette-là. Et donc, c'est 3MJ Consulting cette agence-là qui travaille dans tout ce qui est marketing, communication, organisation des événements. Les Somba, c'est le cas pratique pour nous de l'organisation d'un événement que 3MJ Consulting pourrait porter. Et donc, on est consultant pour plusieurs organisations et c'est ce que ces organisations-là nous payent, qu'on injecte dans ces projets. Moi, je dis toujours, je suis entrepreneur dans l'âme. Même quand j'étais au lycée, mes parents, l'argent de mes parents n'a jamais été mon argent. Donc, quand j'étais au lycée, quand on prend les vacances, pendant que les autres sont en vacances, je mets devant le bar de mon père du poisson braisé, où je fais des bananes frites et tout ça. Et ce sont mes amis de l'école qui viennent, qui m'ont, et je leur dis, quand je fais le poisson, je suis le meilleur vendeur du poisson, je fais le meilleur poisson.
Donc, et ça, c'est quelque chose qui m'habite, ce qui fait que aussi, là, je suis venue au bureau parce que vous m'avez dit, oh, nous devons tourner, mais sinon, je suis en train de préparer le dollar royal pour aller vendre, pour chercher de l'argent. Sinon, je suis en train de faire des stratégies de communication pour les gens. Sinon, sinon, je reviens de Dakar, j'ai ramené quelques 2-3 robes que je sais que, parce que, malheureusement, ce que nous faisons ne nous permet pas de gagner. Mais comme nous y croyons et que nous avons des responsabilités, nous avons pris un engagement, nous cherchons tous les voies et moyens pour pouvoir remplir notre engagement. Et donc, jusqu'aujourd'hui, 3MG Consulting n'arrive pas à bénéficier du travail. Donc, moi qui suis, parce que 3MG Consulting, c'est une entreprise individuelle, moi qui suis à la tête de cette structure, j'arrive pas encore à vivre du travail que fait 3MG Consulting parce que malheureusement les Samba absorbent tout ce que nous travaillons au quotidien. D'accord, d'accord. Ouais, c'est un lourd sacrifice et il faut vraiment qu'on puisse voir tous les challenges que vous traversez, parce que je ne dirais pas que ce sont des problèmes, voilà, ce sont des challenges que lorsque la masse va intégrer cela, ça sera comme un rituel, chacun saura que s'il y a un événement à participer pendant l'année, c'est au Samba, parce que c'est vraiment un endroit magnifique. Il y a de très belles rencontres qui sont établies à ce niveau. Et j'invite vraiment tous ceux qui écoutent cette vidéo de participer au Samba professionnel. Il y a les Samba professionnels, il y a les Samba qui pour les enfants de 7 à 17 ans. De 7 à 17 ans, voilà. Parce que c'est toujours, ça découle toujours de notre histoire. Nous, on devient entrepreneur en 2013. Quand on dit à la fonction publique, il n'y a plus de place, chacun doit devenir entrepreneur. Sauf que personne ne nous apprend c'est quoi l'entrepreneuriat, voilà. Comment on entreprend, et ainsi de suite. Donc, on s'est cassé la tête à tous les niveaux et on a dû payer très, très cher pour aller se former ailleurs, pour pouvoir comprendre c'était quoi l'entrepreneuriat et comment ça se passe. Et c'est pour éviter ça à nos enfants que nous avons décidé que dès l'âge de 7 ans, on va déjà apprendre à nos enfants, oui, il y a l'école, mais voilà les débouchés qui existent. Et au moins, pendant que les enfants vont à l'école, ils comprennent, parce que c'est tout ça aussi les sources de décrochage. Nous, les parents, moi je côtoie des jeunes qui ont des masters 2 en danse, qui sont chefs cuisine de je ne sais pas combien d'étoiles et qui gagnent leur vie mieux que nous parce qu'à chaque fois qu'ils sont appelés, c'est au moins des millions qui sont payés. Et imaginez, ils ont 5 prestations dans le mois. Combien ça leur fait? Pendant que lorsqu'on a notre enfant à la maison qui commence à danser, on dit ça c'est pour les gens qui ont raté leur vie. Un enfant qui chante, ah non, ça c'est, je veux pas être quelqu'un qui a raté la vie. Alors qu'il suffit de regarder l'enfant, de l'accompagner dans le processus. Donc, vous imaginez, nous qui avons la chance de voyager, tu arrives dans des pays, tu as des enfants de 15 ans qui sont déjà experts. Ils n'ont pas fait de magie. Les parents ont juste regardé dès le bas âge, ils ont détecté. Tu as à la maison un enfant qui, à chaque fois qu'il y a le câble de la télé, il y a un truc qui est démonté, c'est lui que tu appelles. Et toi-même, tu es conscient de l'appeler et il trouve la solution. Au lieu de l'aider à professionnaliser ça, tu continues à le pousser d'aller à l'école et en plus, mais on oublie que les gens ne comprennent pas de la même façon. L'école, c'est un truc académique où on te dit, on va à l'école de 8h à 16h. Donc, dans ces délais-là, si je n'ai pas compris ce que le prof a dit, quand il revient le lendemain, il passe à une autre leçon. Donc, je suis déjà perdue dès l'instant où je n'ai pas compris. Alors que si on intègre le fait que chacun de nous comprend, il y a des gens qui comprennent par la vue, il y a les gens qui comprennent par le toucher, il y a les gens qui comprennent par... Donc, on ne peut pas mélanger tout le monde dans les mêmes cases, dans les mêmes cadres. Et aujourd'hui, tous nos enfants, on a tous... Le numérique est venu nous trouver. Chaque enfant a un téléphone. Mais qu'est-ce que les enfants regardent avec ce téléphone-là? Donc, c'est pour ça que les Samba Kids existent, non seulement pour montrer aux enfants les dangers du numérique, mais aussi leur montrer à partir de ces outils-là comment le digital peut leur permettre, par exemple, d'apprendre leurs leçons, de pouvoir, et c'est vraiment tous ces programmes-là que l'ONG, j'aime bien prendre l'exemple de Brady, qui a été l'un des participants au Samba à l'atelier photographie, et qui vous dit clairement que moi je ne comprenais pas, mais tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au numérique. Le numérique m'a appris à étudier mes leçons, le numérique m'a appris à... Oui, parce qu'il y a des outils, il y a d'autres outils,
pour pouvoir permettre aux gens d'étudier les leçons. Donc, c'est vraiment pour cela que nous avons mis ces programmes. L'ONG Samba Labs aujourd'hui, au-delà des Samba professionnels, qui ont déjà donné la possibilité à plus de 2121 personnes de pouvoir bénéficier. On a un programme pour les enfants, les Samba Kids de 7 à 17 ans. Et là, on accompagne plus de 632 familles. Pour pouvoir donner la possibilité aux enfants de découvrir autre chose. Et aussi, on a mis en place un programme pour les femmes, pour pouvoir, parce que la femme, c'est quelque chose de particulier à cause des pesanteurs socio-culturels. On a fait croire à la femme à la base que son rôle, c'est à la cuisine, c'est d'être épouse de tel. Et donc, la plupart, on s'est contenté de ça, on a intégré ça et on estime que bon, on dépend, on attend, si l'homme ne fait rien. Donc, à partir de ce programme-là aussi, on prend des personnes vulnérables qui ont des histoires à raconter. Dans nos programmes, par exemple, on a pris des femmes qui sont venues avec 10 ans de dépression, qui sont venues, elles vous disent, madame, je suis maman à temps plein, je ne sais pas faire autre chose que d'être maman. Il y en a qui disent, oui, mais on m'avait dit qu'il fallait aller à l'école, avoir les diplômes pour réussir. Je suis allée à l'école, j'ai eu master plus combien, ça fait 6 ans, je trouve pas de travail. On a qui viennent avec, oh, je vis avec un handicap et le fait que je suis handicapée, la famille m'a rejetée, la société m'a rejetée. Et là, on prend ces personnes-là, on essaie de travailler avec eux pour faire de cette histoire-là, qui sont des blessures en réalité, une force pour pouvoir non seulement entreprendre et donc à partir des ateliers sur le développement personnel, la gestion de projets, comment créer des activités génératrices de revenus pour pouvoir sortir de cette situation-là. Donc voilà un peu les 3 programmes que l'ONG porte aujourd'hui, au-delà du fait que bon, dans la vie de tous les jours, je suis consultant en marketing, communication et organisation des événements et je suis cuisinière passionnée. Tout à l'heure, elle nous a parlé d'une dolée royale. Ça rentre dans la casquette de cuisinier passionné. C'est ça, le dolée royal. Et puis, il faut, à chaque fois que vous voulez entreprendre, il faut quelque chose qui vous diffère. Il faut toujours faire quelque chose de différent. Donc, j'ai créé ce concept de la royauté que j'incarne pour toujours rappeler aux gens la principauté dans la façon de faire, de manger et tout. Et c'est vraiment quelque chose qui nous passionne et c'est important pour nous de dire au-delà du bureau, vous nous trouvez dans nos cuisines, derrière nos marmites et après vous nous trouvez dehors en train d'aller livrer pour satisfaire nos majestés. Exactement, exactement. C'est vrai que nous tenons vers la fin de notre interview. Voilà, je voulais vous demander quelles sont les perspectives, qu'est-ce que vous envisagez dans les années à venir, comment est-ce que vous voulez grandir, parce que je suppose que vous voulez grandir, être financièrement autonome, parce que vous avez démontré tout à l'heure que 3MJ, tout ce que 3MJ gagne, en grande partie, les Samba les absorbe. Quels sont vos déjà dans la structuration, nous avons décidé aujourd'hui de dissocier 3MJ Consulting à tout ce qui est ONG Samba Labs. Et nous avons décidé, ce sera la première fois que les gens vont l'entendre, nous avons décidé désormais, si on n'a pas d'argent pour les Samba, on ne fait pas. Ça, c'est la décision qui a été prise après cette décision des Samba, parce que 10 ans après, il faut quand même faire le bilan, il faut arriver à se regarder en face, dire la vérité et prendre des décisions qui permettent d'avancer. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas l'argent pour organiser les Samba, on n'organise pas. S'il y a 2 ateliers qui sont payés et que les gens veulent venir se former, on va faire ces 2 ateliers-là. Point. Donc voilà un peu les perspectives. 3MJ Consulting va continuer à faire son expertise en tant que consultant, mais de façon dissociée vraiment. L'ONG doit pouvoir trouver ses moyens pour pouvoir organiser ces différents programmes. Donc n'oublions pas que Josiane nous a précisé qu'elle est maman, qu'elle est mère de 3 enfants, elle est épouse. Comment est-ce que tu parviens à gérer ta vie de famille et ta vie professionnelle, sachant que tu es de temps en temps entre 2 avions? Donc, il faut dire que parfois, ce qui paraît comme étant un inconvénient, j'ai eu ma première fille, j'étais en seconde.
Et aujourd'hui, j'ai une grande fille de 21 ans. Ouais, Donc, ce qui bien fait que majeure. c'est elle qui prend le relais sur ses frères et sœurs. Et lorsque je vous ai présenté, celui qui est devenu mon mari aujourd'hui était d'abord mon partenaire de travail. Et donc, c'est toujours dans le cadre, on continue à travailler donc, il comprend la nécessité, il comprend que je peux finir à 2 heures du matin, je comprends qu'il peut être absent. Donc, c'est aussi cette capacité pour nous de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir, il n'y a pas une personne qui est dédiée à une tâche précise dans notre façon de fonctionner. Chacun, lorsqu'il est disponible, peut faire une tâche en sachant que l'autre est occupé sur autre chose. Et aussi le fait que on inculque aussi à nos enfants l'esprit d'entrepreneur. Moi, j'ai une fille qui va avoir bientôt 3 ans, mais qui vous parle des samba professionnels, des samba kids, du code silver, du parrain, de la marraine. Et donc, il connaît qui est la première participante, la première organisatrice à chaque fois qu'il y a les samba kids et tout. Donc, c'est aussi le fait d'apprendre aussi aux enfants très tôt l'autonomie, de comprendre qu'à un moment donné, les parents seront là, les parents ne seront pas là. Et quand on est à la maison, c'est tout le monde qui fait tout. Quand on a fini avec les samba et qu'il faut ranger, mon fils qui va avoir 6 ans sait qu'il faut ranger tel carton à tel endroit, telle chose à tel endroit. Et donc, finalement, c'est cette capacité pour chacun de pouvoir, et aussi on s'organise de telle sorte que mon mari, par exemple, lorsqu'il y a des voyages, s'il va être absent, que moi je sois là. Si je dois être absente, que lui soit là pour prendre le relais. Donc, c'est vraiment, c'est plutôt une vie très équilibrée. On arrive aussi à mettre, papa Manu Dibango nous a appris à, quand on a éteint l'interrupteur des projecteurs, il faut comprendre que le spectacle s'est arrêté et qu'on revient une personne normale dans la famille. Donc, on arrive vraiment à faire cette différence-là entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Quand on est sorti de la maison, qu'on est sur le terrain, on est dans le boulot, mais dès qu'on est arrivé à la maison, tout le monde comprend que tout ce qui s'est passé au travail, c'était au travail et que là, on est dans notre intimité, on est dans notre maison et que voilà, donc c'est vraiment parce qu'on essaie de se mettre cette discipline-là qui nous permet de pouvoir gérer les deux sans avoir l'impression que l'un pèse sur l'autre, et aussi cette capacité parfois dans certains voyages d'amener nos enfants. Par exemple, donc ça nous permet à chaque fois d'être présent pour eux et aussi de pouvoir faire nos activités. Et ça, c'est Papa Amobé Mevege qui nous a appris ça. Parce que lui, son dernier fils, quand vous le voyez devant les caméras, il est en train de présenter, c'est son fils qui a fait le maquillage dans les coulisses. Il est là assis en train, à la fin, c'est lui qui dit, papa, tu avais trop parlé comme ça, tu avais trop fait comme ça, ainsi de suite. Donc, l'avantage aussi de côtoyer ces personnes qui ont réussi, qui ont des vies professionnelles et des vies personnelles, ça nous a permis de copier ce qui est bien. Afin que nous aussi, le travail ne puisse pas dépendre sur notre vie personnelle et qu'à la fin, on puisse le regretter parce que vous savez, quand vous sortez des samba avec 15 millions de dettes, là, tout le monde est parti. Là, vous êtes deux face à vous, face à vos enfants et tout. Et il faut vraiment être fort pour continuer malgré tout. Ouais, c'est vrai que voilà, inculquer les enfants depuis le bas âge, leur apprendre comment le milieu se déroule lorsqu'ils voyagent par exemple avec vous, ils connaissent les réalités et du coup vous formez une équipe. Voilà, on va pas se plaindre que... Ils savent ce que papa fait, ce que maman fait. Exactement. Parce que la plupart des pressions qu'on reçoit, c'est de nos enfants. Je me souviens quand je travaillais beaucoup et que j'avais ma fille et pourtant elle venait à mon lieu de travail de temps en temps et après quand on a déménagé, elle était venant plus, je rentrais tard. Quand je rentre à 1h du matin, elle dort. Je sors à 6h du matin, elle dort encore et donc j'avais pas de discussion avec elle. Et là, un jour, je lui disais, maman, pourquoi tu as fait ça? Elle me dit, mais pourquoi je ferais pas ça? Tu m'as pas appris comment faire. Déjà, tu n'es jamais là pour moi. Et là, c'est un gros choc. C'est un gros choc. Et c'est pour ça qu'il a fallu vraiment temporiser en se disant, voilà, on est en train de construire des vies et nous, on voudrait être là pour l'éducation de nos enfants. Et il faut vraiment arriver à équilibrer ces choses-là. Parce que quand nos enfants commencent à nous mettre la pression, vous pouvez être épanoui
dehors n'importe comment, mais quand vous rentrez chez vous, votre enfant vous rappelle qu'en réalité, vous êtes ce que vous êtes dehors, mais vous ne l'êtes pas pour lui à la maison. Et c'est pour ça qu'on travaille vraiment à faire attention à ces choses-là. Ouais. À la maison, vous êtes papa et maman, toutes les casquettes des chefs d'entreprise. C'est ça. Je me suis rassuré que maman a fait son dolin royal qu'il a mangé à temps. Exactement. Donc, merci beaucoup pour tous ces détails. Ça nous permet de comprendre comment est-ce qu'on peut aussi lier. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont prendre l'excuse que je suis mère de 2 enfants, je ne peux pas faire ça parce que j'ai des enfants. Voilà, en écoutant ça, ça nous rassure que non, il suffit d'avoir la volonté et de savoir comment combiner la vie professionnelle et la vie familiale. Donc, là, on va finir avec cette interview. Je vais laisser le mot de fin à Josiane pour qu'elle nous donne le message. Tous les abonnés de la chaîne d'émission Les Business, si vous n'êtes pas encore abonné, seulement de le faire parce que des pépites comme ça, il y en aura. Et ne soyez pas de ceux qui vont écouter. Soyez là et la notification à temps. Soyez les premières personnes à visionner dès qu'on aura des pépites comme ça. Donc, Josiane va nous laisser un mot pour le jeune ou la jeune qui nous regarde. Comment est-ce qu'ils peuvent, non seulement avec le fait qu'ils n'ont pas les réseaux, parce que vous-même vous avez commencé, votre nom, c'était un no-name, vous n'avez pas de contact, mais vous êtes parvenu à bâtir votre propre réseau, à faire en sorte que lorsqu'on tape Josiane Ogula aujourd'hui sur un moteur de recherche, qu'on ait tout de suite une tonne de vidéos. Quel est le message que tu peux nous laisser à cette tout ce que je peux dire à mes jeunes, à mes frères et sœurs, que vraiment il faut croire en vos rêves plus que quiconque. Vous devez croire en vos rêves plus que n'importe qui, parce qu'une chose est sûre, ce que vous visualisez, ce que vous voyez, ce que vous vivez, ces personnes qui viennent vous donner des conseils, ils ne le vivent pas avec vous. Je me souviens encore quand j'avais lancé les sombats professionnels, j'en parlais tout le temps et j'avais commencé directement à écrire dans les hautes instances. Et quelqu'un était venu me dire un jour que mais toi tu te prends pour qui? Tu lances quelque chose et puis tu es là à la présidence de la République, tu appelles tout le monde et tout ça, ça va pas marcher et tout. Et moi j'ai continué à foncer tête haute avec cette histoire. Et 6 ans plus tard, c'est cette personne qui m'a croisée. On s'est croisés dans des couloirs de ces secteurs-là et la personne me tient la main et dit félicitations. Aujourd'hui, je comprends où est-ce que tu veux aller. Parce que je ne me suis pas laissée emporter par des briseurs de rêves. Donc, vous devez croire en vos rêves plus que tout. Et oui, finalement, je crois vraiment au fait que les réseaux propulsent. Mais en réalité, ces réseaux-là, chacun de nous est capable de pouvoir construire son réseau. Et tout ça, ça passe par votre attitude. Et c'est pour ça qu'on dit que votre attitude va définir votre altitude. Votre façon de vous comporter avec les gens au quotidien. Les gens vont croire en vous, vont investir en vous avant même de comprendre où est-ce que vous voulez aller avec votre projet. Et tout ça, c'est votre attitude qui va le déterminer. Et enfin, vous devez savoir que malheureusement, le réseau aujourd'hui prend le dessus sur la compétence. Et chacun doit travailler à construire son réseau. Et il n'y a rien de spécial. C'est quoi un réseau? C'est un groupe de personnes qui interagissent ensemble. Donc, n'allez pas déjà chercher à comprendre j'aime cette personne, je n'aime pas cette personne. Non, tant que telle personne peut t'aider à réaliser ta mission, que vous vous entendez ou non, tu es obligé de composer avec la personne. Donc, ne soyez pas ceux qui décident de mourir seuls dans leur coin. Mettez-vous ensemble et décidez ensemble de pouvoir, chacun avec ce qu'il a. Parce que j'entends beaucoup dire oui, on va voler mon projet, on va faire ci. Mais la façon dont vous réalisez votre projet, il n'y a que vous qui êtes capable de réaliser cette émission que nous sommes en train de tourner. N'importe qui peut demain décider de faire la même chose. Mais il ne connaît pas c'est quoi le prochain épisode. Il ne connaît pas c'est quoi la prochaine étape de ce que vous êtes en train de faire. Donc, il ne connaît pas l'ingrédient que vous mettez au quotidien pour que cette émission, il va dire, oui, mais c'est toujours ces émissions qui ont les audiences et tout. Mais vous ne savez pas déjà, celui qui le porte, qu'est-ce qu'il porte en lui qui fait qu'il a injecté dans le projet qu'il porte. Donc, c'est vraiment un mot d'encouragement. S'il y a une chose qu'il faut retenir, croire en ses rêves plus que quiconque.
parce que personne ne viendra réaliser votre rêve à votre place. Décidez si vous allez vivre dans le regret de n'avoir rien fait ou vraiment à dire j'ai fait, si ça n'a pas marché, c'est pas grave. Magnifique, magnifique. Croire en vos rêves, personne d'autre ne viendra faire vos projets à votre place. Votre attitude définira votre altitude. Si vous avez écouté jusqu'ici, mettez en commentaire cette punchline qui me retient. Votre attitude détermine votre altitude. Bon, merci beaucoup, Josiane, d'avoir pris le temps de partager un bout de ta vie, parce que c'est clairement un bout de ta vie. Tu ne vas plus retrouver ce temps ailleurs. Tu nous as consacré cela avec tous nos abonnés qui nous suivent et tous ceux qui ne sont pas abonnés, parce que c'est qu'il y a toujours certains qui oublient de le faire. Donc, essayez de le faire dans cette vidéo. Vraiment, merci. On espère que les Samba professionnels vont croître d'année en année. On souhaite tout le bien, d'abord pour la prochaine édition. Donc, Josiane, merci beaucoup. Merci beaucoup, Valdez. On se voit dans une prochaine vidéo. Merci. C'était votre serviteur, Valdez Photo. On se voit pour une prochaine émission. Très bientôt.